avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse, bien sûr le choc après ce double séisme qui a frappé hier la Turquie et la Syrie. Et ce dernier bilan provisoire qui dépasse donc maintenant les 4300 morts. Et alors que ce bilan s'alourdit d'heure en heure, la Syrie, pour commencer, est saisie par l'effroi dans ce pays déjà ravagé par la guerre. Les séismes qui ont touché Alep, Latakia, Hama ou encore Idlib sont présentés par le quotidien officiel El Watan comme un nouveau drame, une catastrophe face à laquelle le régime de Bachar el-Assad en appelle à l'aide internationale. La Turquie a fait de même. Semblable à l'apocalypse, titre ce matin le journal Hurriyet, avec cette vue aérienne d'immeubles effondrés à Hatay, là où Ludovic de Foucault nous l'a dit, va tenter de se rendre dans les heures qui viennent. Ça se trouve au sud de Gaziantep, non loin de l'épicentre des séismes. Le quotidien turc évoque une course contre la montre pour retrouver les survivants sous les décombres, comme cette petite rescapée de 7 ans que l'on voit à la une. Beaucoup n'ont pas eu cette chance, si je puis dire, comme cet homme que l'on voit extirper des décombres par des secouristes à la une de L'Orient le Jour, qui publie aussi la photo d'un quartier d'Idlib en Syrie totalement détruit, dans cette région en proie à la guerre, au terrorisme et à la catastrophe économique. Est-ce la catastrophe de trop, s'interroge le quotidien libanais. Alors, on a vu la presse syrienne, turque et libanaise. Cette catastrophe, elle déclenche d'ailleurs une émotion mondiale. Le Financial Times qui montre ici un homme secouru au milieu des ruines dans la ville de Jindris. C'est dans la partie contrôlée par les rebelles dans la province syrienne d'Alep. S'alarme du sort des centaines de familles qui se retrouvent donc toujours prises au piège de leur maison après le plus gros tremblement de terre à avoir secoué la Turquie et la Syrie en 84 ans. Au-delà de cette émotion, la communauté internationale, vous l'avez dit, s'organise pour venir en aide aux civils, y compris en Israël, d'après Haaretz, qui annonce l'envoi de secours israéliens en Turquie, mais également en Syrie, qui ne reconnaît toujours pas officiellement l'État hébreu. Cette aide serait donc sans précédent entre les pays, qui sont donc techniquement toujours en guerre. Mais plusieurs médias, Damien, pro-Assad affirment cependant que le régime syrien n'a pas accepté cette proposition d'aide israélienne. Quoi qu'il en soit, l'appel à l'aide lancé par la Turquie et la Syrie reçoit un large écho dans la communauté internationale, dont la Croix salue la mobilisation. Pour le quotidien français, quelque chose d'universel se joue dans cette catastrophe qui nous rappelle, je cite, collectivement que la solidarité envers nos semblables relève de l'évidence. Voilà pour les réactions à ce séisme. En France, on l'a dit, nouvelle mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites, dont l'examen du texte a débuté hier à l'Assemblée nationale. Le journal local Midi Libre évoque, on le voit, le bras de fer engagé dans l'hémicycle où les débats pour le mois houleux vont se poursuivre jusqu'au 17 février. D'après Le Figaro, les concessions faites par la Première ministre Elisabeth Borne ne calment pas les députés, au grand mécontentement du journal, qui estime que le projet du gouvernement a déjà subi un essorage grandeur nature, je cite, avant même son arrivée dans l'hémicycle. Dans quel état en sortira-t-il une fois passé dans la marmite parlementaire, s'angoisse Le Figaro. Trop de concessions, on l'entend, du côté du Figaro, pas assez du côté des syndicats, notamment de la CFDT, dont le patron Laurent Berger se félicite de la mobilisation exceptionnelle des salariés français jusqu'à présent. C'est la France du travail qui manifeste, pas celle de la paresse, que défend-il dans le quotidien La Croix, toujours en réponse à la tirade de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui avait présenté l'opposition à la réforme des retraites comme le fruit d'une idée gauchiste, bobo, je le cite, d'une société sans travail, sans effort. En France, toujours, Hélène, Mahamat Idriss Déby Itno, le président de la transition du Tchad, était reçu hier à l'Élysée par Emmanuel Macron. Ouais, pour les enjeux de cette visite, je vous recommande de jeter un cil au site de France 24 qui propose un décryptage de cette visite pour le moins discrète. Une visite qui n'a cependant pas échappé au quotidien burkinabé Le Pays, mécontent de voir, je cite, l'Élysée dérouler le tapis rouge pour un putschiste sanguinaire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que dans la grisaille des relations tendues entre la France et certaines de ses anciennes colonies, l'ex-Paris N'Djamena semble se porter
Plutôt bien, constate le journal, en ironisant sur la position tranchée de la France sur les putschistes et autres auteurs de prises anticonstitutionnelles du pouvoir. En faisant une exception dans le cas tchadien, Paris a posé le précédent de 2 poids, 2 mesures qui trouve difficilement justification aux yeux des démocrates africains, regrette le pays. Hélène, on ne se quitte pas là-dessus. Avant de vous dire à tout à l'heure, Damien, je voulais partager avec vous l'interview qu'a accordée au magazine américain The New Yorker l'écrivain Salman Rushdie. Le magazine dresse également un long portrait du romancier, icône de la liberté d'expression. L'écrivain britannique, on le rappelle, vit toujours sous le coup d'une fatwa lancée pour l'écriture de son livre, Les versets sataniques, en 1989. Et il témoigne, 6 mois après l'agression qui a failli lui coûter la vie et lui a fait perdre la vue à l'œil droit, à l'occasion de la sortie de son 15e roman, pour lequel il ne fera aucune tournée de promotion. C'est un roman intitulé Victory City, la cité de la victoire. Et la dernière phrase de ce roman, je vous la propose, est que les mots sont les seuls vainqueurs. Merci beaucoup, Hélène.